Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz et je suis aujourd'hui accompagné de mes deux merveilleux collègues, Jacob Rapkin et Jeffrey Sachs. Jeffrey, bien sûr, se trouve aux États-Unis et Jacob est au Canada, à l'Université de Montréal pour Jacob et à l'Université Columbia pour Jeffrey. Bienvenue à vous deux. Merci. Ravi d'être ensemble avec vous deux. Et nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter d'un sujet de préoccupation commune, à savoir le sionisme. En fait, le livre de Jacob a récemment été publié en anglais, sous le titre « Le sionisme décrypté en 101 citations ». Jacob, tu as fait un travail remarquable en montrant que le sionisme est un projet de longue haleine et que les sionistes, ainsi que leurs différents groupes, n'ont jamais vraiment cherché à le dissimuler. Commençons peut-être par toi. Que penses-tu que ces citations nous révèlent sur le sionisme? Ensuite, nous demanderons à Jeff de réagir à cela. Eh bien, j'ai essayé de montrer, à travers les paroles des fondateurs et des précurseurs du sionisme, ce qu'a été ce mouvement. Et beaucoup de gens, surtout en Amérique du Nord, semblent déçus par Israël. Comme s'ils disaient « c'était une si belle entreprise socialiste, fondée sur l'égalité, et tout à coup c'est devenu un mouvement de droite et fasciste. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce doit être Bibi Netanyahou, c'est forcément lui. » Eh bien, mon livre montre qu'en réalité, les racines de ce virage à droite dans la vie politique israélienne ont été visibles pratiquement tout au long de l'histoire du sionisme. Parce que le sionisme est un projet de colonisation de peuplement. Et encore une fois, il l'a toujours affirmé, ouvertement. La première institution financière du mouvement sioniste s'appelait le Jewish Colonial Trust. On ne pouvait pas être plus explicite. Mais beaucoup de gens ne voulaient pas le voir. Vous voyez, le problème avec Israël, c'est que les faits sont là, visibles sur le terrain, on peut les constater. Mais les gens ne voulaient pas les voir à cause de toutes sortes de tendances, je dirais, très positives et pieuses. Eh bien, les Juifs ont tellement souffert, ils méritent un État. Vous savez, toutes ces choses qui, selon moi, ont empêché un regard plus objectif sur ce qu'est le sionisme. Jeff, selon toi, qu'est-ce qui est important pour comprendre le projet sioniste comme une entreprise à long terme, continue, qui ne cesse de créer beaucoup de problèmes pour de nombreuses personnes? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire que Yaakov Rabkin est le principal et absolument brillant expositeur et historien de ce sujet. Donc, à tous ceux qui écoutent, vous devez lire les travaux de Yaakov. Le nouveau livre, mais aussi plusieurs autres ouvrages, expliquent de manière absolument claire, et je dirais même d'une clarté unique, les origines du sionisme. Comment il est apparu, quelles sont ses tendances idéologiques et pourquoi il a provoqué de telles catastrophes de nos jours. Et pendant que nous parlons, l'une de ces catastrophes est la nouvelle invasion du Liban par Israël et la destruction de Beyrouth à l'heure même où nous discutons. Je pense que l'un des aspects les plus intéressants du sionisme est qu'il semble comporter deux types de courants. Le premier est qu'il s'agit, d'une certaine manière, d'un mouvement nationaliste typique de la fin du XIXe siècle. L'Europe s'est enflammée de nationalisme à la fin du XIXe siècle. Chaque groupe linguistique, chaque groupe ethnique devait avoir sa propre nation. Cela a fini par déchirer l'Europe, détruisant les empires multiethniques, multinationaux et multilingues à travers le continent, surtout pendant la Première Seconde Guerre mondiale. C'est donc l'une des racines.
Et les autres racines sont bibliques. Et là, les racines bibliques sont le sionisme chrétien, qui fut le précurseur du sionisme juif, comme Yaakov l'a encore expliqué. Mais c'est extrêmement important, car un thème majeur de l'histoire occidentale qui s'étend sur des siècles de colonialisme de peuplement est l'idée du nouvel Israël, de la nouvelle Jérusalem. Et l'Amérique a été fondée sur ce principe. Les États-Unis, avant d'être les États-Unis, étaient composés de colons puritains britanniques qui se voyaient comme le nouvel Israël. L'idée de conquérir une nouvelle terre au nom de Dieu est une idée occidentale. Bien sûr, elle a des parallèles dans d'autres régions du monde, mais c'est une idée chrétienne et occidentale. Et le sionisme est essentiellement une idée chrétienne et occidentale également, à la fois nationaliste et biblique. Western idea as well. It's both nationalist and biblical. The Jews that started Zionism as Yaakov. Les Juifs qui ont lancé le sionisme, comme l'explique Yaakov à la fin du XIXe siècle, ne lisaient pas la Bible de la même manière. Ils ne la lisaient même pas nécessairement du tout. C'étaient des nationalistes, cherchant à surmonter l'absence d'un État physique et à vaincre l'antisémitisme en Europe centrale ou dans l'Empire russe. Mais ce sont les sionistes chrétiens qui ont affirmé qu'il devait y avoir une nation parce que Dieu l'avait promise. Et dans une, je ne vais pas employer le terme que j'allais utiliser, dans une branche très particulière d'idées du XIXe siècle, appelée le dispensationalisme ou le dispensationalisme prémillénariste, émerge une construction, là encore. Je ne vais pas employer de langage qui pourrait être interprété comme nuisible ou péjoratif, mais il s'agit d'un ensemble d'idées très spécifiques selon lesquelles les Juifs doivent revenir reconstruire la terre afin que la fin des temps puisse advenir et que le second avènement du Christ puisse se produire à Armageddon sur la base d'une lecture du livre de l'Apocalypse et d'une nouvelle théologie apparue en Grande-Bretagne et aux États-Unis au XIXe siècle. La seule raison pour laquelle je mentionne cela, et ensuite je vous redonnerai la parole, c'est que nous avons aujourd'hui deux sionismes. Nous avons un sionisme juif et un sionisme chrétien, et ils sont partenaires. On ne sait même pas lequel des deux mène la danse. Le partenariat des États-Unis avec Israël est actuellement dirigé par un groupe imprégné de sionisme chrétien extrême. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui est baptiste du Sud et a en jugé par toutes les preuves un dispensationaliste prémillénariste, a déclaré il y a quelques semaines, juste avant la guerre d'agression actuelle menée par Israël et les États-Unis, qu'Israël possède toute la terre, qu'il a droit à toute la terre allant du Nil à l'Euphrate, sur la base, selon moi, d'une lecture théologiquement discutable du chapitre 15 de la Genèse. Et sur cette base, il existe aujourd'hui dans notre monde une idée selon laquelle Israël a droit à toute cette terre. Israël agit en ce sens car une partie du gouvernement israélien relève désormais du sionisme biblique juif, ce qui n'était pas le cas du sionisme d'il y a 100 ans. En somme, lisez Yaakov. Il connaît tout cela bien mieux que moi. Je te rends donc la parole. Read Yaakov. He knows all of this better than I do. So I turn it back over to you. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Yeah, I would like to add to what Jeff just said. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Jeff vient de dire, que les troupes américaines engagées dans la guerre contre l'Iran sont exposées à la même idée, celle qu'elles participent à la fin des temps, que Trump a été oint par le Christ pour rassembler tous les exilés, tout ce discours-là. Et ce n'est pas seulement du discours, les gens y croient vraiment. J'ai vu l'interview de l'ambassadeur américain officiel à Jérusalem. Même si j'ai des doutes sur le pays qu'il représente réellement, Israël ou les États-Unis, il a dit très clairement que pour lui, il existe un droit biblique, donné par Dieu, d'occuper toute la terre. Je pense que c'est très dangereux
que malgré la séparation entre l'Église et l'État aux États-Unis, les troupes fédérales soient endoctrinées de cette manière. Mais encore une fois, cela fait partie de la tendance générale, autant que je puisse en juger. Necessităm to informer. In American society these days. Et vous savez, des commentateurs américains très influents en ont parlé. Rien qu'aujourd'hui, un courriel a été envoyé par la Prime Group Foundation aux États-Unis, qui surveille ces courants religieux au sein de l'armée. Le colonel Lawrence Wilkerson est membre du conseil d'administration de cette fondation, et il a écrit un message pour avertir tout le monde du danger que cela représente. Car il ne s'agit pas seulement du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui incarne la tendance sioniste chrétienne. Cette influence s'étend jusque dans les rangs de l'armée, et c'est extrêmement dangereux. Pascal Lotaz, puisque vous étudiez le sionisme depuis longtemps, ces deux courants, le sionisme juif et le sionisme chrétien, lequel des deux est en réalité le plus important? Et pourquoi la version chrétienne est-elle aujourd'hui si profondément enracinée dans les différentes branches du gouvernement américain? Well, I'll quote Pastor Hagee, who is one of the Eh bien, je vais citer le pasteur Hagee, qui est l'un des dirigeants des sionistes chrétiens aux États-Unis. Il y a quelques années, il a déclaré qu'il y avait 50 millions de sionistes chrétiens aux États-Unis. Il y a 15 millions de juifs dans le monde, y compris les bébés et les personnes âgées comme moi. Vous pouvez donc voir quel groupe est le plus grand. Et les États-Unis ne sont pas le seul endroit où on les trouve. Le sionisme chrétien est également très bien représenté au Brésil, au Guatemala, dans certaines régions d'Afrique et en Corée du Sud. C'est donc un mouvement religieux très important, tandis que le sionisme juif divise les Juifs. Et comme vous le savez, l'exemple le plus récent est l'élection du nouveau maire de New York, qui est ouvertement antisioniste et très critique envers Israël. Environ un tiers des votes provenaient de Juifs. On pourrait donc dire que certaines personnes ont affirmé que malgré cela, non, je ne dirais pas malgré cela, c'est à cause de cela qu'il a obtenu ces votes juifs. Les communautés juives sont donc très divisées. Et plus la violence se poursuit en Asie occidentale, avec Israël comme auteur et initiateur, aujourd'hui, on ne peut vraiment plus le nier, même si on le voulait. Plus Israël perd le soutien juif, et dans une certaine mesure, celui des sionistes chrétiens. Et cela peut expliquer pourquoi Netanyahou était si pressé de déclencher une guerre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, j'allais ajouter, encore une fois, en me fondant sur l'enseignement de Jacob à propos des origines du sionisme juif, qui remonte à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, que les principaux courants religieux du judaïsme aux États-Unis et en Europe étaient généralement opposés à l'idée sioniste. Les dirigeants sionistes, le plus célèbre étant Herzl, étaient nationalistes et laïcs, et à cette époque, ils ne défendaient pas une cause biblique, mais une cause nationaliste. Chaque nation, pour se protéger, devait avoir son propre État-nation. C'était là l'idée du nationalisme. Non pas que l'on soit une nation vivant, disons, dans l'empire des Habsbourg ou l'empire des Romanov avec toute sa multi-ethnicité, mais qu'il fallait posséder son propre État. Et c'était vrai que vous soyez serbe, croate, tchèque, bulgare, slovaque, et ainsi de suite. Et c'était la tendance sioniste juive laïque. Les rabbins ont dit non. Et je trouve ça absolument fascinant pour moi. Vous savez, j'ai grandi comme un juif américain laïque, mais clairement dans le style rabbinique du judaïsme. Oui, parce qu'en gros, avec ma bar mitzvah et tout le reste, cela s'inscrivait dans la tradition rabbinique classique, même si, dans mon cas et dans ma communauté, c'était pas dans un sens très religieux. Mais dans les enseignements rabbiniques, l'idée du judaïsme pendant environ presque 2000 ans ou 1900 ans est la suivante. Vis là où tu es, obéis aux commandements de Dieu,
comporte-toi bien, ne fais pas trop de désordre. Behave, don't make too much mess, and you don't go back to On ne retourne pas en terre sainte ou en terre promise. C'est au Messie d'en décider. C'est quelque chose dont on peut se souvenir dans ses prières ou ses fêtes au cours de l'année, mais pas quelque chose qui relevait d'un programme politique concret. Et aux États-Unis, nous avions plusieurs mouvements religieux, le soi-disant mouvement réformé, le moins religieux, jusqu'au judaïsme orthodoxe, et quelque chose entre les deux, la manière dont j'ai été élevé dans le judaïsme conservateur. Mais toutes ces branches, à un moment ou à un autre, au début du XXe siècle, ont dit « Non, non, ce n'est pas nous. Israël, ou la Terre Sainte, ou peu importe, nous sommes Américains. » Et même lorsque la déclaration Balfour fut publiée pour créer une patrie juive sous les auspices de l'Empire britannique, qui à ce moment-là n'avait même pas encore le contrôle du territoire qu'il promettait, une manœuvre typiquement britannique, il y avait alors un juif au sein du cabinet qui déclara, qui écrivit « Je suis contre cela, je suis britannique, ce n'est pas ma patrie c'est la Grande-Bretagne. » Et cela va créer un désordre, car je ne veux pas être qualifié de nationaliste d'un autre pays. Ma nation, c'est la Grande-Bretagne. Ainsi, ce mouvement sioniste n'était pas ce qu'on le présente comme aujourd'hui, la grande cause du peuple juif. Tout à fait vrai. Si je puis me permettre d'interrompre et d'ajouter, non, vous devriez vraiment le faire. Montagu, celui qui a écrit cela, ce membre juif du cabinet britannique, a intitulé sa lettre de protestation contre la déclaration Balfour « Accusation du cabinet britannique d'antisémitisme ». Il les a accusés d'antisémitisme parce qu'ils étaient sionistes. Parce qu'ils étaient sionistes, ce qui aujourd'hui semble être un oxymore. Ce n'en est pas un, car même Herzl a écrit dans son journal que les antisémites seraient nos meilleurs amis et alliés. Et encore une fois, si l'on regarde cela avec détachement, si je puis dire, les antisémites veulent se débarrasser des Juifs où qu'ils vivent, et les sionistes veulent les amener en Palestine. Leurs intérêts se rejoignent. Et ce n'est pas une coïncidence que, par exemple, dans les années 1930 en Allemagne, les sionistes aient établi une forme de coopération avec les autorités nazies qui voulaient se débarrasser des Juifs, tandis que les sionistes cherchaient à montrer que la Palestine était un bon endroit pour que les Juifs s'y installent. Nous avons beaucoup de preuves. Mon livre n'a pas d'illustration, mais il y a un épisode que je trouve très important. Il existe un film israélien intitulé The Flat. Il raconte l'histoire d'un officier SS en 1934 ou 1935, visitant la Palestine en compagnie du président de la Fédération sioniste d'Allemagne, puis écrivant des articles élogieux à ce sujet dans le journal des SS. Et à l'occasion de cette visite, une médaille fut frappée avec une croix gammée d'un côté et le symbole sioniste, l'étoile à 6 branches, de l'autre. C'est donc un fait historique. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Un collègue à moi a fait remarquer que si, il y a 100 ans, quelqu'un disait à un juif « Tu n'as pas ta place ici, ta place est en Israël », on le considérait comme antisémite. Aujourd'hui, pour une raison étrange, quand quelqu'un dit « Eh bien, je n'ai rien à voir avec Israël, je suis américain », la réponse est « Oh non, tu es antisémite. Tu nies le droit du peuple juif à l'autodétermination. » On assiste donc à une inversion très intéressante de ce qu'est l'antisémitisme. Et je pense d'ailleurs que c'est très dangereux. Vous savez, le camouflage. Et juste, si je peux ajouter avec Montagu dans cette lettre vraiment remarquable qu'il a écrite, j'ai ressenti exactement la même chose au plus profond de moi lorsque Israël a révisé sa loi fondamentale en 2018 et a déclaré qu'Israël est l'État-nation du peuple juif. Ma réaction a été « Comment osez-vous »
Comment osez-vous dire cela? Je ne suis pas citoyen d'Israël et vous n'êtes pas mon pays. Je suis citoyen des États-Unis. Donc cette présomption a été ressentie par les Juifs et c'était en fait la réaction initiale. Et je pense que cela devient à nouveau la principale, ou du moins une réaction très marquante aujourd'hui. Well, and the danger of it, as you could see, Eh bien, le danger, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a de plus en plus d'épisodes d'attaques contre des Juifs et des institutions juives à cause de ce que fait Israël. Bien sûr, certains sionistes juifs y contribuent. Ils hissent des drapeaux israéliens devant leurs synagogues ou leurs institutions juives et déclarent « Nous soutenons Israël ». Eh bien, dans ce cas, on peut s'attendre à ce genre de réaction, sans que cela soit justifiable. Mais beaucoup de personnes révoltées par les actions d'Israël ne trouvent pas d'autre moyen de protester que cette voie violente, comme nous l'avons vu récemment dans le Michigan, en particulier dans la culture très violente, si je puis dire, de la société américaine. particularly in the very violent culture, if I may say so, of American society. May I just ask, because the intention is also... Puis-je simplement demander, car l'intention est aussi, peut-être dans les 15 dernières minutes, de parler un peu de la trajectoire du sionisme et de la direction que prend ce mouvement, ou ces mouvements. Il y en a plus d'un, il y a au moins 2 courants, n'est-ce pas? Et je sais, Yaakov, que tu distingues également au sein d'Israël d'autres courants non sionistes. Mais si l'on considère ces 2 courants, où penses-tu qu'ils vont? Peut-être Jeff d'abord. Tu sais, on en parle beaucoup, et John Mearsheimer, bien sûr, a écrit ce livre très important sur le lobby pro-israélien, n'est-ce pas? Donc la question est la suivante. Si l'on différencie ces 2 courants du sionisme et les personnes qui font du lobbying pour Israël, qui fait réellement du lobbying pour Israël? Qui est le lobby? S'agit-il avant tout des sionistes chrétiens, des sionistes juifs, des nationalistes israéliens? Qu'en penses-tu? At Eric's rank, vois-tu pour Testa, de Mef.Yaakov? Eh bien, je pense que c'est pareil. Oh, pardon. D'accord, désolé. Vas-y, vas-y. Go ahead. Go ahead. Yeah, I was going to say American politics should be understood. Oui, j'allais dire que la politique américaine doit être comprise comme une politique fondée sur les groupes d'intérêt. Et la politique américaine a mis en place des méthodes de capture de l'État. Le système politique américain, en gros, c'est dépenser beaucoup d'argent et vous pouvez définir les politiques dans votre secteur. C'est un système incroyablement corrompu. Si quelqu'un, espérons-le, écrit des manuels de sciences politiques au XXIe siècle, tout comme nous lisons enfants l'histoire des Rotten Boroughs britanniques en secouant la tête, nous demanderons comment il était possible d'avoir un parlement essentiellement possédé par un seul propriétaire terrien ou un aristocrate, et ainsi de suite. Nous avons un système politique très corrompu, une corruption légalisée en quelque sorte. L'argent et l'influence y jouent un rôle énorme. Alors on se demande, qu'est-ce que ce lobby israélien ou ce lobby sioniste? En réalité, c'est un mélange de plusieurs choses. En partie, c'est la pénétration directe d'Israël dans la politique américaine, car il y a beaucoup d'argent et d'efforts israéliens, tout simplement. Je suis à peu près convaincu qu'Epstein était un agent du Mossad, par exemple. Clairement un atout israélien opérant aux États-Unis. D'accord, il subsiste encore des doutes à ce sujet, mais je n'en ai pas beaucoup. Je pense qu'il s'agissait assez clairement de quelqu'un utilisé par Israël. Et la preuve de cela, d'ailleurs, ne réside pas seulement dans les éléments circonstanciels selon lesquels Ehud Barak, qui avait été à la tête du renseignement militaire, était son grand ami, mais aussi dans le fait qu'Epstein se présentait partout dans le monde comme concluant des affaires au nom d'Israël. Et s'il agissait de son propre chef, les Israéliens l'auraient arrêté, croyez-moi. Ils ne l'ont pas fait, donc le fait est qu'il agissait à la demande de quelqu'un. Voilà un exemple d'influence israélienne directe. Ensuite, il y a l'argent juif important.
Et il y a effectivement des juifs qui sont sionistes. Et il y a effectivement des milliardaires juifs qui sont sionistes. Et ils investissent beaucoup d'argent là-dedans. Tout comme il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas des juifs milliardaires, qui ne sont pas sionistes et qui sont particulièrement révoltés par ce que fait Israël en ce moment. And especially are repulsed by what Israel is doing right now. So if it's today's Zionism, my God, no way. Donc, si c'est le sionisme d'aujourd'hui, mon Dieu, certainement pas. C'est donc un deuxième courant qui est clairement important. Et il est important parce que ces personnes sont très influentes. Miriam Adelson, la veuve de Sheldon Adelson, un grand magnat des casinos, elle a sans aucun doute de l'influence. Ce sont des centaines de millions de dollars donnés à Trump. Et s'il y a une chose que Trump aime plus que tout, c'est l'argent. C'est probablement sa priorité absolue. Sa passion profonde encore plus que la haine ou d'autres choses. Elle est donc assurément influente. Il l'interpelle parfois. « Myriam, comment je m'en sors ?» He calls her out on occasions. Miriam, how am I doing? He's completely with his eye on the money. Il est complètement focalisé sur l'argent. Et il y a aussi d'autres gros intérêts financiers en jeu. Tu sais, ils ont dû reprendre TikTok parce que TikTok montrait des images de Gaza. Alors Larry Ellison d'Oracle, enfin son fils, rachète TikTok. Ça fait clairement partie du lobby. Ensuite, il y a le côté du lobby chrétien. Ce n'est pas seulement beaucoup de voix, d'ailleurs, peut-être 30 à 40% de la base électorale de Trump, donc ce n'est pas négligeable. Ce sionisme chrétien évangélique protestant, c'est aussi une question d'argent. Ces méga-églises brassent énormément d'argent. Haggai, que Yaakov a mentionné, collecte des fonds pour Ted Cruz. Ted Cruz se soucie peut-être peu d'Israël, mais il se préoccupe d'Haïti, et Haïti le finance. Et Ted Cruz place des personnes influentes au sein du Conseil de sécurité nationale et ailleurs, qui sont en grande partie, pour certaines même à double nationalité, littéralement israélienne et américaine, et qui gèrent le dossier du Moyen-Orient au sein du gouvernement américain. Ainsi, les États-Unis sont un pays très perméable. Tout y est dicté par les groupes d'intérêt, vendus aux plus offrants. Vous savez, je suis sûr que si le monde arabe s'unissait pour créer un lobby arabe et y injectait 10 milliards au lieu de 2, il pourrait probablement acheter une grande partie de la politique américaine. Je ne recommande pas cela. Je déteste le système politique américain tel qu'il est aujourd'hui. Mais c'est intéressant, ce n'est pas si difficile à acheter. Et juste une remarque, nos politiciens sont incroyablement bon marché. Ils le sont vraiment. Nous sommes une économie de 30 000 milliards de dollars, avec plusieurs milliers de milliards de dollars de PIB. Nous sommes une machine de guerre d'1,5 billion de dollars. Et pourtant, quelques centaines de millions suffisent souvent à prendre le contrôle du secteur de votre choix. C'est donc une opération assez étrange. Le peuple américain est contre tout cela. Il est contre cette guerre. Il se range du côté de la Palestine plutôt que d'Israël. Mais jusqu'à présent, l'argent parle plus fort. Oui, et si tu le présentes comme ça, tu en as vraiment pour ton argent aux États-Unis. C'est comme ça, malheureusement. Mais Yaakov, si tu veux réagir à cela, et peut-être aussi nous donner ton point de vue sur la direction que prend le sionisme en tant que mouvement politique. Eh bien, je pense que le sionisme est passé de la gauche ostentatoire, car il était autrefois très socialiste avec les kibbutz et tout cela, à l'extrême droite fasciste. Et cela n'a rien à voir avec les personnalités impliquées. Je pense qu'il s'agit d'une évolution très naturelle d'un mouvement politique fondé sur la discrimination, sur le nationalisme ethnique. Et ici, il est important de distinguer le nationalisme ethnique du nationalisme civique. Car dans un système de nationalisme ethnique, tout comme dans l'antisémitisme, on ne peut pas changer son identité. En d'autres termes, soit on appartient, soit on n'appartient pas. On ne peut pas la changer. You cannot change it. I would say that
Je dirais que la violence que nous avons observée au Moyen-Orient, en Asie occidentale, au cours des 80 dernières années, est en grande partie liée au sionisme. Pas entièrement, mais en grande partie. Parce qu'il faut contrôler une population naturellement mécontente. On la déplace, on l'exile, on la discrimine, et maintenant on la soumet à un génocide. Bien sûr qu'elle ne sera pas heureuse. Bien sûr qu'il y aura de la résistance. Mais cette résistance n'est pas considérée par Israël comme légitime, ni même logique d'une certaine manière. Ils essayent de la présenter comme de l'antisémitisme. Je dirais que si la Chine avait envahi la Palestine, on verrait exactement la même réaction. Ou si les Suisses décidaient d'envahir la Palestine. Vous auriez un sentiment anti-suisse. Donc je pense que tout cela doit être clairement expliqué. Eh bien, si je puis me permettre, mon autre petit livre auquel Jeff a fait référence porte sur le rejet du sionisme par les Juifs. Vous voyez, il est vraiment important de comprendre que ce qui se passe parmi les Juifs est aussi logique. Je dirais, je n'ai pas de données sociologiques, mais plus le revenu d'un Juif est élevé, plus il est probable qu'il soit sioniste. Et c'est pour cela que vous avez les Adelson et d'autres. Cela n'a peut-être rien à voir avec la judéité, mais il y a un autre groupe très important qui fait partie du lobby, les fabricants d'armes. Israël est très important à la fois comme consommateur et comme producteur d'armes. Et il existe des liens très étroits entre les producteurs d'armes américains et canadiens et Israël. Ce sont des secteurs très importants de la société, car ils constituent l'un des domaines les plus riches de l'économie. Ainsi, l'évolution du sionisme vers le fascisme est parfaitement prévisible. Et je dirais que ce n'est certainement pas seulement Bibi Netanyahou, Smotrich ou Ben Gvir, souvent cités parmi ceux qui disent « Comme c'est terrible !» Ils entraînent Israël dans la mauvaise direction. Je ne dirais pas ainsi. Je dirais qu'ils représentent, qu'ils incarnent cette tendance vers le fascisme présente depuis le début. Et ensuite, il faudra peut-être faire attention au temps. Jeff, si tu veux prendre 2 minutes pour donner tes conclusions, puis les 2 dernières minutes reviendront à Yaakov. Excellent. Très brièvement, le point que Yaakov a soulevé à propos de la réaction des Palestiniens et de celle des coreligionnaires dans le monde arabe était que la résistance s'est formée. Et en gros, depuis 1996, lorsque Netanyahou est devenu Premier ministre pour la première fois, il a apporté avec lui, avec ses conseillers américains, la doctrine du clean break. Cette doctrine stipule que le Grand Israël contrôlera toute la Palestine. Il n'y aura jamais d'État palestinien. Mais plus important encore, en réponse à des mouvements de résistance comme le Hamas, le Hezbollah ou d'autres, la réaction d'Israël sera de renverser les gouvernements du Moyen-Orient qui soutiennent ces mouvements de résistance. C'est là l'intuition de Netanyahou, ne pas combattre la résistance, mais les gouvernements qui la soutiennent. Ainsi, Israël est en frénésie de guerre depuis 1996. Et Wesley Clark nous a fameusement parlé des 7 guerres que les États-Unis mèneraient. Ce sont essentiellement des guerres américano-israéliennes, et cette liste comprenait la Libye, le Soudan, la Somalie, le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et nous y voilà. Nous avons déjà eu plusieurs petites guerres avec l'Iran. Celle-ci est censée être la grande. C'est donc l'effet logique. On maltraite ses colons, on écarte la population locale, il y a une résistance, cette résistance a des alliés régionaux, et on finit par se retrouver dans une guerre régionale. Et c'est le désastre dans lequel nous nous trouvons. Très triste. Yaakov Stibi. Eh bien, je pense qu'il est important de faire la distinction entre le sionisme en tant que mouvement politique et les Juifs et le judaïsme, qui peuvent être une religion ou un groupe ethnique, selon la manière dont on veut le formuler,
car cette confusion sert réellement Israël et le sionisme. Les dirigeants israéliens, qu'ils aient été des socialistes comme Shimon Peres ou Bibi Netanyahou, ou d'autres venus plus tard, chercheront à vous convaincre qu'Israël représente l'ensemble du peuple juif. Pour Israël, c'est une source de légitimité. Pour les Juifs, c'est une source de honte et d'insécurité. Il est donc très important de comprendre qu'Israël n'a pas seulement échoué à apporter la sécurité aux Juifs. C'était pourtant la promesse du mouvement sioniste. En fait, je pense que l'endroit le plus dangereux pour un Juif aujourd'hui, c'est Israël. Mais cela apporte aussi de l'insécurité aux Juifs du Michigan, de Californie, de Montréal, où qu'ils vivent. Étrangement, pas à Téhéran, car les Juifs là-bas ne s'identifient pas à Israël. Et le gouvernement antisioniste de l'Iran sait très bien faire la distinction entre les Juifs et le sionisme. Vous savez, je suis allé en Iran. J'ai même écrit sur les Juifs en Iran. C'est disponible sur Internet. Et j'espère qu'ils ne seront pas blessés par ce que fait Israël à ce pays. Et je pense que c'est là un aperçu fondamental de l'ensemble de ton travail, Jacob. Le judaïsme est une religion merveilleuse, pacifique et sage, tandis que le sionisme est un mouvement politique très problématique, de diverses natures, incluant des chrétiens et des juifs, mais allant bien au-delà de cela. Alors, s'il vous plaît, aimons les juifs et travaillons sur la question du sionisme. Oui. Et ne haïssons jamais personne, en aucun cas, s'il vous plaît. Cela ne fait que blesser. Je voudrais vous remercier tous les deux pour ces explications remarquables. Jeffrey Sachs, Jacob Rapkin, merci pour votre temps aujourd'hui. Super, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Au revoir.